Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Aurélien Marty, je travaille chez Airbus depuis maintenant une quinzaine d'années, dont la moitié en interne. Je suis architecte automatisation depuis 1 an, donc je fais partie des débutants ici globalement. Mais j'ai eu une bonne carrière, on va dire, sur le réseau. J'ai fait du LAN, du WAN, de la Sécu et surtout du LAN, vous le verrez. Je suis ici pour vous parler de la source de vérité telle qu'on l'a eu chez Airbus globalement. Donc une histoire qui a commencé il y a 7 ans, où globalement l'idée c'était d'avoir un inventaire fédéré, un gros inventaire, et maintenant on va essayer de passer sur la l'intent base, donc globalement pousser une configuration depuis la source de vérité. Donc voilà, le tout début c'était en 2018. En 2018, on n'avait pas vraiment d'outil d'inventaire centralisé. En fait, on avait un outil d'inventaire qui était iTop pour tous les équipements de sécurité. Et après, on avait bêtement un IPAM sur lequel on avait des records DNS avec des attributs pour savoir la nature du device. Donc globalement, pour sortir un inventaire, on faisait un extra de nos entrées DNS. Donc à ce moment-là, on a décidé d'installer Netbox et d'agréger tous nos inventaires dans un seul et même inventaire, une seule et même source de vérité. Donc pour ce faire, on a pris nos 2 inventaires existants, on les a poussés dedans, facile. Et après, on a pris tous les inventaires, on va dire, dérivés globalement. Donc tous les devices que l'on avait dans notre outil de supervision, tous les devices que l'on pouvait avoir sur une configuration TACAX ou Radius, et même tous les devices que l'on observait dans nos logs. Le but étant d'être sûr de ne louper le moins de choses possible. Donc à partir de là, du coup, on a eu une bonne base et on a continué. On a continué parce que Netbox nous permettait de modéliser l'inventaire des WAN globalement de manière native et on avait ce besoin-là. Donc tout simplement, on est venu consolider, on a rajouté tous les sites, tous les circuits, toutes les organisations, tous les contacts, globalement toute la data qu'il nous fallait pour pouvoir opérer nos liaisons WAN et pour faire l'inventaire de nos liaisons WAN. En même temps, on avait déjà commencé l'automatisation et on avait un pain point, c'était globalement être capable de gérer nos variables en fonction des sites, en fonction du rôle du device, etc. Donc on a fait les configs contexte pour bêtement être capable de connaître un serveur syslog pour un device qui était un switch à Toulouse ou une borne Wi-Fi à Hambourg globalement. Donc là on avait commencé à avoir une très bonne base, mais on s'est posé la question de la mise à jour. Donc déjà notre import il était pauvre, on avait simplement le nom, l'IP, parfois le modèle du device, mais on a eu besoin de mettre à jour tout ça. Et donc c'était assez massif, vous avez vu, il y avait une vingtaine de milliers de devices. Donc on a fait des scripts qui allaient se baser sur IP Fabric, mes excuses. C'est plaisir Damien. Sur IP Fabric. Donc globalement on avait IP Fabric qui vient découvrir tout notre réseau. Et donc, bêtement, on consommait la donnée d'IP Fabric et puis on faisait le lien avec les devices et puis on mettait à jour la version, le modèle et quelques autres attributs, mais majoritairement ces deux-là. Et en plus, quand c'était un device où on jugeait que en fait, c'était un oubli et c'était sûr que c'était un oubli, on venait ajouter directement aussi ce device en production. Alors, on ne faisait pas ça pour tout. Globalement, il y a des devices et des configurations qu'on ne voulait pas importer depuis la production où on voulait vraiment que ce soit l'utilisateur qui l'impulse. Donc à ce moment-là, on a commencé à créer des boucles de contrôle. Alors je dis à ce moment-là, mais c'était quasiment dès le départ, donc des reports sur Netbox. Le but étant de s'assurer que ce qui est en prod est sur notre source de vérité. Donc typiquement, est-ce qu'on a le bon inventaire réseau? On est aussi venu vérifier sur les configurations, nos serveurs TACAX, nos serveurs de SUP, etc. Vraiment, on a pris tous les inventaires possibles, on a essayé de croiser le plus possible pour être sûr qu'on ne loupait rien. En même temps, ces reports, c'était assez facile pour commencer à faire un petit peu de compliance. Donc on a commencé à faire des checks de logique de design. Un exemple très simple, c'est la formation d'un hostname. Donc, tout simplement, on a une regex définie dans notre convention de nommage. Donc on a appliqué cette regex, vérifié que ça matchait bien. Et puis au passage, le rôle qui était dans le hostname, on s'est assuré que c'était bien le même dans la source de vérité, par exemple. Voilà, c'était des use cases très simples, mais qui à la fin amenaient de la valeur ajoutée. Fort de notre premier appui, on va dire, on était assez content de cette source de vérité. On a commencé à construire de l'automatisation. Alors moi, j'ai segmenté en 3 globalement. La partie inventaire, c'est celle par laquelle on a commencé. C'est assez simple, il s'agit de sortir un extract de device et puis le feeder quelque part dans notre outil. Et le premier outil que l'on a utilisé, c'est notre TACAX. En fait, le problème, c'est que Netbox était globalement pas l'outil reconnu en tant que source de vérité. Il y avait d'autres inventaires parallèles. Et donc, on avait un problème d'adoption utilisateur. Donc, le TACAX a été la bonne solution pour dire globalement, si le switch sur le routeur, le device, n'est pas dans la source de vérité, il ne sera pas dans le TACAX. Et bêtement, quand un utilisateur doit taper le mot de passe local sur le device, bizarrement, le device est à jour après sur la source de vérité. Donc ça a été vraiment notre premier enforcement, notre premier levier et notre première automatisation. On a suivi avec d'autres inventaires. Donc globalement le radius, la supervision, le backup, donc c'est pas forcément dans cet ordre, c'est pas dès le début. En tout cas, c'est ce que l'on fait maintenant. Le deuxième type de use case que l'on a eu, c'est la partie référentielle.
Partie référentielle, ça a été de dire on a des gros volumes et c'est les premiers use cases que l'on a fait à l'échelle. Le premier pain point que l'on avait, c'était les réseaux industriels. Et donc du coup, ces réseaux industriels, on en a des centaines chez Airbus. Et on avait un problème de rapidité de déploiement, et puis de temps de déploiement, et puis de qualité de déploiement. On avait souvent des loupés. Donc on a clairement créé un plugin à cette époque-là pour créer le listing, l'inventaire de tous ces réseaux industriels et pour être capable de pousser la première configuration, de déployer le VLAN globalement sur les switches d'accès, déployer le préfixe. Pour moi, on n'était pas encore sur l'intent base parce qu'en fait on poussait la première configuration. Et après, c'était pas une sync. Si on pouvait modifier la source de vérité, rien ne se passait sur le device. Dans le même genre, on a fait la même chose pour le déploiement des bornes Wi-Fi. Donc on a fait un plugin pour faire le suivi du ZTP et le push de la première configuration. On a vraiment commencé à faire de l'intent base au moment de renouvellement technologique, donc le campus, le data center, qui sont arrivés en même temps. Et à ce moment-là, on a vraiment fait un choix de dire, voilà, Christophe en parlait tout à l'heure, on a fait le choix de mettre la source de vérité dans les requirements. Il fallait que ce soit automatisé et il fallait qu'on soit capable de modéliser notre réseau dans la source de vérité pour pouvoir en découler une configuration et l'opérer de cette manière. Donc le data center, on s'est limité à tout ce qui est partie overlay, donc être capable de déployer un VLAN, un préfixe sur notre data center. Le campus, on a fait un choix qui était peut-être un peu trop ambitieux maintenant avec le recul. On s'est dit qu'on avait 100% de notre donnée dans Netbox, y compris globalement les câbles, les IP, les intercos, les loopbacks, les sessions BGP, etc. Vraiment, ça a été un gros challenge, à tel point qu'on a pris du retard sur le projet à cause de ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on a un plugin qui est capable de gérer tous les réseaux virtuels du campus et un petit bouton pour venir déployer un campus simplement en mettant des devices dans une source de vérité et cliquant sur un bouton. Un troisième use case qu'on a déployé en parallèle, c'est la partie groupe de firewall qui aimerait bien avoir un groupe sur tous nos firewalls, all user, vrai, on va dire sans oubli, sans chose en trop. Ça a été globalement notre problème et c'est pour ça qu'on a fait cette automatisation. Le but étant simplement de prendre la source de vérité, catégoriser les réseaux et puis être capable de les extraire et de générer des groupes qu'on va pousser sur les firewalls. Donc par exemple, tous les PC standards de Toulouse ou tous les réseaux industriels de Hambourg. Voilà, ce genre de cas. Pour être capable de faire ça, on n'a pas pu se fier simplement à notre IPAM. Le problème, c'est qu'il n'était pas forcément à jour avec cette catégorisation-là. Donc on s'est encore une fois basé sur IP Fabric pour venir catégoriser nos préfixes et ensuite être capable de les extraire pour les pousser dans les firewalls. Et à ce moment-là, c'est là où on a vu que le bas blesse globalement. Un petit détail de consistance, parce que d'un côté, on avait des plugins qui venaient déployer de la donnée sûre, de qualité, nos plugins data center, nos plugins campus. De l'autre côté, on amenait quelque chose qui venait observer le réseau, donc imaginez en plein milieu d'une migration globalement, qui n'avait pas forcément toutes les logiques en place et qui est capable de venir corrompre les données que l'on avait mises en place de manière complètement automatisée, de manière complètement contrôlée. Donc globalement, ça c'était il y a 1 an je crois, on s'est dit qu'on allait arrêter tous ces scripts d'import automatique parce que c'était plus dans notre approche actuelle, on n'était plus capable de faire de l'intent base si jamais on observait qu'on mettait à jour notre intent à partir de ce qui était observé. Donc on a stoppé ces scripts. On s'est aussi posé la question, est-ce que notre donnée sera à jour dans 1 ou 2 ans? Donc on a renforcé nos boucles de contrôle. Les boucles de contrôle, les reports que l'on avait fait il y a quelques années, en fait, ils matchaient énormément de use cases, mais personne ne les regardait trop parce qu'ils étaient complètement rouges et qu'on était incapable de les ramener complètement vert. Donc là, il y a un gros boulot de focus du report pour bien s'assurer que le report remonte une information qui est vraiment cruciale et que sans elle, globalement, ça ne marchera pas. Le but, à la fin, c'est de venir rétablir la confiance. Aujourd'hui, Netbox, notre source de vérité, elle est l'information la plus à jour possible. Mais il faut que ça devienne l'information de référence. Il faut que maintenant, plus personne ne doute. Quand il y a une information de Netbox, c'est celle qui est en production. Là, aujourd'hui, malheureusement, il y a le doute. Et donc, pour pouvoir garder globalement cette qualité de données dans le temps, on a globalement 2 piliers qui sont les permissions et la partie multiple source of truth. Donc, je n'ai pas forcément appelé ça data externe, mais c'est l'idée. Permission 1, tout simplement sur nos switches d'accès, on a un role-based access. Donc, vraiment, quelqu'un du LAN ne peut modifier qu'un équipement du LAN, etc. Sur notre source of truth, maintenant, on va être capable de modifier un attribut qui va découler une configuration. Donc à la fin, il faut qu'on refasse ce même airbag sur la source of truth pour être capable que chaque personne soit responsable de sa donnée et qu'il n'y ait pas d'impact indésiré d'une équipe vers une autre.
La partie multiple source of truth, ben, typiquement l'IPAM. L'IPAM aujourd'hui, ben, on a 2 IPAM. On en a un qui est dans Netbox, qu'on a importé depuis la prod, et puis on en a un qui est sur notre infoblox, et voilà, qu'on met à jour manuellement, alors plus ou moins automatiquement maintenant, mais quand même. Et on essaie de synchroniser les deux, et c'est globalement la galère. Donc là, il ne faut pas qu'on ait ce genre de use case-là, il faut que dès le départ, on soit synchronisé. La donnée dont on a besoin dans notre source de vérité, il faut qu'elle soit simplement synchronisée depuis l'autre source de vérité. Avec ces 2 piliers, après, il ne nous restera plus, en théorie, qu'à être sûr qu'à gérer le changement en contrôle, globalement. Donc s'assurer que la donnée que l'on a dans notre source of truth, elle est intègre. Par exemple, il ne faut pas qu'un device d'un site A ait une IP qui soit accrochée à son interface et qui soit dans un subnet faisant partie d'un site B. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir directement à la source of truth. Alors peut-être que ça ne générera pas d'impact directement sur la conf du device, mais par contre, sur les groupes firewall qui seront générés avec les subnets, là, on aura peut-être un problème. Voilà. L'idée, ça va être de rajouter plus de validation, plus de contraintes dans la base de données pour s'assurer que notre donnée, en fait, elle est en qualité et on est sûr qu'elle est en qualité. Pas besoin de report, globalement. Le deuxième point, c'est la partie branching. Branching, pourquoi? Pour être capable d'avoir un change, une branch. Bah, du coup, les collègues en ont parlé juste avant, hein, mais on y est. Hein. Enfin, on a trop de change qui passent directement dans la branch main, qui est la seule et l'unique, hein, quelque part. Et puis, si jamais on veut le rollback, parce qu'il y a eu un incident ou quoi que ce soit, c'est la croix et la bannière. Donc ça freine un petit peu cette utilisation. Donc branching, un change, une branch, on merge, on peut rollback. Parfait pour les opérations. Dernier point, la partie versionning, remonter dans le temps. Ben, on s'est rendu compte qu'en production, hein, quand on a un incident, ben, souvent il y a un change qui est derrière. Ben, on se dit que ça va être la même chose sur la partie source of truth. Hein. De plus en plus, on va venir déployer de la configuration depuis la source of truth. Donc si il y a un problème, c'est certainement un problème de configuration, donc un change qui a été dans la source of truth. Capable de remonter dans le temps, serait vraiment appréciable. Et le but, à la fin, hein, c'est que clairement notre source de vérité soit ce qui soit en production, et pas l'inverse, pas la production que l'on réplique dans notre source de vérité. Et voilà, je vous remercie de votre attention. C'était mon dernier slide. Vous avez des questions? Vous qui avez une grande expérience justement sur Netbox, les montées de version, est-ce que vous avez pu avoir des problèmes, des problématiques avec la SQL et comment ça s'est passé? Donc la question c'est est-ce que l'on rencontre des problèmes lors de la mise à jour de Netbox? La réponse est oui, clairement. Donc ça fait la source of truth, c'est une histoire de 7 ans, maintenant quasiment 8. Il y avait déjà de l'automatisation avec, on en a buildé autour globalement en plus, et effectivement, dès qu'un rôle, ça devient un device role, c'est tout un tas d'inventaires qu'il va falloir venir mettre à jour, de calls qu'il va falloir venir mettre à jour, et malheureusement on en loupe. Donc clairement pour nous, ça a été chaque upgrade ça a été un problème, pour faire simple. Avec des impacts un peu sous-estimés, non? Alors impact pas forcément en production, alors la question c'est est-ce qu'il y a vraiment des impacts? Pas forcément en production, mais par contre en coût de dev, effectivement. En coût de dev, on se rend compte, il y a un extract qui ne marche plus parce que un attribut a changé. On vient patcher l'extract en urgence juste derrière. Ça peut être vraiment des petits détails qui sont assez facilement faits, mais il fallait penser avant, quoi. Je pense que ça amène à un sujet aussi qu'on voit beaucoup, c'est la question de la pré-production, de l'environnement de test. Déjà en réseau, c'est quelque chose qui est rare, d'avoir des vrais environnements de test quand on fait des mises à jour. Mais en fait, maintenant que l'automatisation devient, la plateforme d'Autom, la source de vérité, le moteur, tout ça deviennent des éléments clés, il y a même la question de se dire comment je teste mes services par exemple de production via l'automatisation en test. Comment je génère, que je valide quand je génère des confs avec ma nouvelle version de plateforme, c'est toujours valide parce qu'il faut vraiment répliquer l'intégralité de la chaîne et tous les effets secondaires que ça peut avoir. Je valide complètement cette partie test. Donc là, le sujet, c'est la source of truth, donc j'en ai pas forcément trop parlé, mais c'est clairement un autre problème que l'on a. Hein, c'est que quand on vient modifier une automatisation, ou même quand on vient la créer, hein, c'est bien beau d'avoir des specs qui sont assez souvent très implicites, parce que pour un gars du réseau, c'est très simple de dire, ok, un VLAN est accroché à un switch. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça n'a rien à voir. Donc on a des petites inconsistances, et donc si on teste mal, en fait, on vient le récupérer quelques jours, années plus tard. Qu'il faut récupérer. Donc le test, ça fait partie des autres piliers globalement qu'on veut mettre en place pour bien s'assurer que quand on fait un change, ça n'impacte pas globalement les utilisateurs à la fin, quoi. J'aurais une question du coup. Donc à la fin, ça serait source de vérité égale production.
Donc, comment gérer l'adoption des opérationnels en fait, qui avaient l'habitude d'aller eux-mêmes sur les devices? Comment vous gérez, comment vous voyez peut-être les niveaux 1, 2, 3 éduquer vers cette direction? Donc la question c'est comment gérer l'adoption utilisateur si jamais on modélise tout dans notre source de vérité. L'adoption utilisateur, ça a été un gros problème chez Airbus dès le départ. Enfin, je vous en ai touché un petit mot en disant sur un air un petit peu rigolo le serveur TACAX, globalement. Mais oui, c'est difficile. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir vraiment l'adoption utilisateur. Il y a quelques use cases où vraiment on a travaillé main dans la main, notamment sur le campus, avec et les opérations, et le build, et on va dire les équipes internes, pour s'assurer que ça matche le besoin globalement, et qu'on ait un feedback. Mais maintenant, pour moi, pour faire que ça marche, globalement, il faut avoir vraiment le end-user qui vraiment opère à la fin, qui soit onboardé, qu'on ait le feedback de ce end-user pour être capable de l'intégrer dans les specs et s'assurer que ça répond aux besoins, qu'on ne fait pas quelque chose juste pour le plaisir et que ce ne soit pas utilisé, quoi. Et qui ne touche pas à la CLI quand il doit aller toucher à la Netbox. Alors et voilà, effectivement, il devrait toucher Netbox et non pas la CLI, mais bon, on connaît ce que c'est. Pendant un T-shoot, on va forcément toucher une commande de debug et elle sera là. Se pose du coup l'autre question, la partie compliance et la gestion du drift, qui est un autre sujet clairement à adresser. Donc vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, Allez. la première édition. Impeccable. On avait eu une petite intervention par exemple d'IP Fabric qui avait parlé un petit peu aussi de ce qu'ils avaient fait avec vous, je crois. Parfait. J'avais deux questions. La première, c'est quand tu parles de end-user, c'est les équipes opérationnelles. Oui, clairement, les utilisateurs, pour moi, c'est eux qui utilisent l'automatisation. Ok. Et tu parlais justement que vous alliez automatiser la partie campus, mais du coup, et le drift, quand je t'entends parler de drift, sur la partie campus, vous repoussez, c'est pas du déclaratif, vous repoussez les configurations sur les switches sur lesquels vous voulez faire des modifications, ou c'est un push global d'une zone, ou comment ça se passe en fait, ou c'est granulaire sur les équipements dont vous voulez faire des modifications? Alors la question, est-ce qu'on pousse de manière déclarative les configurations sur le campus, qui est globalement notre gros cas d'automatisation? Oui, en fait, on la pousse de manière déclarative parce qu'à chaque push, on vient vraiment extraire toute la donnée qu'on a dans la source de vérité pour générer du coup à la fin la config, donc le render config. Et c'est ce render config que l'on vient pousser derrière après sur les équipements, à travers le CVP en l'occurrence. Donc pour moi, oui, c'est clairement déclaratif parce qu'à chaque fois, on vient se baser sur la source of truth. Si on modifie la source of truth, on vient modifier la configuration à la fin. Et ce push, on ne le fait pas de manière globale sur tous nos switches d'un coup. Au début, c'était le but, globalement, c'est de se dire on vient le pusher sur un site. Alors, même c'est le site qui a été le plus gros. On s'est rendu compte qu'en incluant les switches d'accès dans l'histoire, globalement, on voulait le faire par zone. Globalement. Ça répond ? Du coup, ma deuxième question, du coup, quand tu parles de drift, donc du coup, il ne peut pas y avoir trop de drift. Si vous poussez tout, s'il y a une modification, si elle est directe, ça va être écrasé. Donc toi, tu parles d'élection de drift pour éviter justement qu'il y ait des incidents opérationnels parce qu'il y a une modification manuelle et qu'on ne veut pas réécraser et que créer des incidents forcément sur des choses qui ont été faites un peu en shadow. Là, ouais, alors... ouais, alors la question c'est qu'est-ce que j'entends par drift? Drift de configuration, oui, le drift de configuration, c'est bien un utilisateur un admin globalement qui va venir modifier un switch, un routeur ou peu importe, manuellement directement sans passer par l'automatisation, donc c'est clairement le drift. Mais la deuxième partie de la question, c'est globalement, ça ne devrait pas arriver, vu qu'à la fin, on vient réécraser toujours quelque part cette configuration. Moi, il se trouve qu'on a été bien conseillé pendant la phase projet et qu'on a une partie de conf exceptionnelle, donc conf d'exception quelque part, qui est capable de maintenir une exception à ce que l'on va sortir depuis notre source of truth. Parce qu'on n'a pas été capable de faire tout depuis le début, globalement. Et clairement, au début, on avait tout dans ce config d'exception, globalement. Et au fur et à mesure, on a poussé pour la partie automatisée. Mais là, la question, ça va être clairement de dégager toutes ces exceptions et de s'assurer qu'on a vraiment tout dans la source of truth. Et puis pour rattraper l'administrateur qui vient toucher une commande sur le switch, là, quelque part, il nous faut aussi un outil intermédiaire pour faire ce diff, globalement, qui connaissent l'intent et qui connaissent la vérité, et puis, la production, et qui fasse ce diff et qui nous remonte l'alarme pour qu'on puisse le réécraser de manière contrôlée, si possible. Merci Aurélien. Merci beaucoup.